Le 16 juillet 1945, un test baptisé Trinity fait découvrir au monde la puissance de l'atome. En août de la même année, la bombe atomique accule le Japon à la capitulation et le nucléaire devient une source d'énergie potentielle grosse de milliers d'applications. Quantité de projets voient alors le jour afin de maîtriser cette formidable puissance. Dès le début des années 50, on étudie la construction de générateurs nucléaires ainsi que d'avions, de missiles et de fusées à propulsion atomique. Finalement, 2 projets soutenus par la Commission à l'énergie atomique sont retenus. Objectif : offrir au programme spatial une option nucléaire pour la production d'électricité dans l'espace et mettre au point des réacteurs atomiques pour équiper les fusées. Ignition sequence start. Reporting from London, another German V2 missile has struck the city. We choose to go to the moon. Eagle has landed. Les années d'après-guerre sont marquées pour les États-Unis par une longue phase de prospérité. Contrairement à l'Europe, en grande partie en ruine, ils n'ont pas à reconstruire leur appareil de production industrielle et leurs infrastructures. Il suffit de réoutiller les usines et de reconstruire une économie de temps de paix, car il n'y a plus guère d'argent pour les projets militaires. Pourtant, très vite, la paix et la sécurité que semblait promettre la fin du conflit sont menacées. L'Union soviétique se méfie de l'Occident capitaliste et de sa bombe atomique et n'a aucune intention de lui laisser le terrain. En 1948, la tension entre Occidentaux et Union soviétique débouche sur le blocus de Berlin et un pont aérien pour ravitailler la ville. L'année suivante, les Soviétiques font exploser leur première bombe atomique. Les États-Unis font alors monter les enchères en accélérant la mise au point de la bombe H, qui est testée sur une petite île du Pacifique, Eniwetok, en 1951. Mais la suprématie américaine dans le domaine thermonucléaire est de courte durée. Dès 1953, quelques mois après la mort de Staline, les Soviétiques testent leur première bombe H. C'est Nikita Khrouchtchev qui est alors le chef du Kremlin, et il le sera encore lors de la crise des missiles de Cuba en 1962. La puissance militaire et politique de Moscou inquiète nombre d'Américains. Et maintenir une barrière défensive contre une possible agression soviétique devient une priorité. Mais l'Amérique n'est plus la seule puissance nucléaire au monde et doit donc se prémunir contre une éventuelle attaque atomique. En 1955, la mise au point d'un missile balistique intercontinental devient la priorité suprême du président Eisenhower. Pour Washington, c'est la seule option garantissant la défense stratégique du pays. Plusieurs projets de propulsion nucléaire sont parrainés par la toute nouvelle Commission à l'énergie atomique, l'AEC. Dès 1946, l'armée de l'air et la société Fairchild, spécialisée dans la construction de moteurs et d'avions, ont commencé à travailler sur un appareil à moteur nucléaire. En 1948, l'AEC crée le groupe Lexington, basé au Massachusetts Institute of Technology pour évaluer le coût d'un tel projet. En
1950, la Commission et l'armée de l'air créent l'ANPO, le Bureau pour la mise au point d'un avion à propulsion nucléaire. Dans les locaux de la Commission à Oak Ridge, dans le Tennessee, l'ANPO travaille sur de nouveaux matériaux et de nouvelles conceptions de réacteurs, sur la protection de l'équipage et sur des configurations permettant à un avion de voler grâce à un carburant nucléaire. En 1951, l'ANPO rajoute à sa liste d'objectifs la démonstration de vol d'un appareil à propulsion nucléaire. Celle-ci n'aura jamais lieu, mais un réacteur construit pour évaluer le cahier des charges du bouclier de protection pour les équipages à bord d'un tel avion prend les airs. Le XB-36H de Convair effectue 47 vols avec à son bord un réacteur d'1 MW. Tous ont lieu entre 1955 et 1957. Un bouclier de 12 tonnes enserre le cockpit pour protéger l'équipage des radiations. Et un disque en plomb de 4 tonnes placé au centre de l'avion fait office d'écran supplémentaire entre le cockpit et la soute à munitions qui a été spécialement aménagé pour accueillir le réacteur. Celui-ci ne sert pas à propulser le XB-36H, mais ces tests permettent de rassembler des données quant à la quantité de radiation auxquelles serait exposé l'équipage d'un avion mu par un tel système. Ils permettent également aux équipes au sol de s'entraîner à manipuler un réacteur nucléaire radioactif et fournissent des renseignements sur l'émission de radiation en vol. Maintenir une force stratégique aérienne de bombardiers en alerte permanente nécessite l'utilisation de bases étrangères et des procédures de ravitaillement en vol. Ces problèmes logistiques auraient pu être éliminés avec l'utilisation de bombardiers nucléaires, car leur rayon d'action aurait été largement supérieur à celui des bombardiers classiques. Mais le poids et la complexité d'un tel système de vol, ainsi que les risques d'irradiation pour l'équipage, mettent un terme à la tentative de création d'un avion à propulsion atomique. Les études de faisabilité de la propulsion nucléaire au début des années 50 conduisent également à la mise sur pied des projets Pluton, Rover et SNAP. Pluton est un missile de croisière mu par un statoréacteur. Rover, une fusée à propulsion nucléaire, et SNAP, un groupe électrogène nucléaire portable. En 1955, on crée la section Projet Missile, chargée de superviser l'ensemble de ces projets. Ces recherches dans le domaine des missiles et des applications spatiales de l'énergie atomique sont déjà bien avancées au moment où les soviétiques procèdent au lancement de Spoutnik en 1957. Mais l'Amérique ne disposera pourtant pas de l'Atlas et de son arsenal nucléaire avant la fin de la décennie. Les scientifiques pressentent l'énorme potentiel des fusées à propulsion atomique et les études préliminaires sont menées par les 2 laboratoires de recherche nucléaire américains. Ces travaux passent par la mise au point de réacteurs à cœur solide et échangeurs de chaleur et la propulsion par d'autres réactions de fission. Dr. Von Braun, in view of our rapid advances in the field of atomic power, do you feel that there is a possibility of utilizing a series of small atomic explosions to propel this rocket out into outer space? I don't think atomic explosions is the right word, but it is quite conceivable that an atomic reactor-type rocket may someday replace the chemical rocket. Le manque de matériaux constitue le premier obstacle à la mise au point d'un système de propulsion nucléaire. Les matériaux capables de résister aux températures produites par le réacteur sont trop fragiles pour supporter la pression et les vibrations générées par ce même système. À partir de 1955, le laboratoire Lawrence Livermore et celui de Los Alamos travaillent à la mise au point d'un réacteur pour le projet Rover. En 1957, les 2 laboratoires se voient chacun confier par la Commission à l'énergie atomique une mission spécifique. Le laboratoire Lawrence Livermore doit se concentrer sur la conception d'un réacteur pour le projet Pluton, le missile de croisière à statoréacteur nucléaire.
tandis que Los Alamos, le laboratoire qui a mis au point la première bombe atomique, est chargé de construire et tester un réacteur pour fusée à propulsion atomique. Le programme Rover a débuté en 1955. L'idée était de mettre au point un ICBM, car on ne pouvait pas, avec les fusées à combustion chimique, envoyer de têtes nucléaires vers un autre continent. C'est pour ça qu'on s'est intéressé à la propulsion nucléaire. Au départ, c'est donc la volonté de fabriquer un ICBM, un missile balistique intercontinental, qui a donné naissance au projet Rover. La mise au point d'un système d'armes basé aux États-Unis et capable d'atteindre des objectifs en Union soviétique est perçue comme essentielle pour maintenir un équilibre militaire entre les deux alliés d'hier. Les premières tentatives pour élaborer un missile balistique sont perturbées par des problèmes de guidage, de propulsion et de coiffe lors de la rentrée. Mais avec le lancement réussi de la fusée Atlas en décembre 1957, le besoin d'un missile balistique à propulsion nucléaire se fait moins pressant. La nouvelle administration nationale de l'aéronautique et de l'espace, la NASA, s'intéresse cependant à ces travaux. Et le projet Rover se poursuit, non plus comme mode de propulsion pour un ICBM, mais en vue d'une application spatiale. En 1962-63, un bureau commun a été créé entre la NASA et l'AEC, le Bureau de la propulsion nucléaire pour l'espace. Il a lancé le programme NERVA de construction de moteurs nucléaires pour les véhicules spatiaux. NERVA devait produire, à partir d'un des réacteurs mis au point à Los Alamos, un système de vol prêt à l'emploi. Los Alamos avait mis au point un prototype de moteur thermonucléaire. Et NERVA tentait d'en faire un système fonctionnel avec turbopompe et étage. De même que les fusées conventionnelles avaient été conçues à l'origine comme armes de guerre avant d'être utilisées pour envoyer les premiers astronautes et cosmonautes en orbite, Rover, l'ICBM à propulsion atomique, entame alors une deuxième carrière dans l'espace. En juillet 1959, le programme Rover parvient à mettre au point le premier d'une série de réacteurs à cœur solide et échangeurs de chaleur. Ils sont baptisés Kiwi, d'après le nom de l'oiseau de Nouvelle-Zélande. Dans ces réacteurs, de l'hydrogène passe dans un cœur porté à très haute température. L'hydrogène refroidit les éléments du cœur et le changement de température du gaz le fait sortir du réacteur à très grande vitesse. Un réacteur nucléaire utilise un cœur en composé céramique, fait de graphite chargé en uranium, soit un matériau pouvant fonctionner à très haute température. Ce cœur, qui est percé de longs tubes parallèles, est chauffé et rendu critique. Il libère alors d'énormes quantités d'énergie et devient très chaud. On fait ensuite circuler dans le cœur de l'hydrogène dont la température augmente et le gaz est expulsé dans l'espace. C'est assez simple. Il n'y a ni combustion, ni explosion difficile à maîtriser comme dans un système classique. C'est une masse de céramique inerte portée à environ 2800 degrés à travers laquelle on fait circuler un gaz de refroidissement. Le cœur de chaque réacteur du programme Rover est assemblé sur le site de Pajarito à Los Alamos. Toutes sortes d'études y sont menées lors de la conception du système d'armes, puis dans le cadre du programme Rover. Les réacteurs sont assemblés ici pour qu'on puisse s'assurer qu'ils répondent au cahier des charges. La conception du réacteur de chaque Kiwi est la même. Des particules de combustible en carbure d'uranium hautement enrichi sont disposées dans une matrice de graphite pour former des éléments hexagonaux qui forment eux-mêmes le cœur du réacteur. Ce dernier est entouré de cylindres de contrôle qui absorbent ou réfléchissent les neutrons pour gérer la puissance dégagée par le réacteur. Chaque élément est doté de canaux. C'est par là que l'hydrogène circule pour absorber la chaleur du réacteur une fois que celui-ci est critique.
Les éléments combustibles sont attachés à une barre centrale en graphite qui vient se loger dans une plaque support à l'entrée froide du réacteur. On montait le cœur à Los Alamos et on procédait à ce qu'on appelait un test critique à puissance nulle, en faisant passer un câble dans chaque canal. Les éléments combustibles faisaient environ 1,30 m de long par 2 cm. Ils étaient percés de 19 canaux, et chacun d'eux devait être préparé en fonction de la puissance qu'il allait recevoir, ce qu'on faisait en rendant le cœur critique à puissance nulle. On pouvait ainsi voir combien de neutrons passaient par chaque câble et sortaient par chaque trou. Dans un réacteur d'1 gigawatt, il y avait 19 000 trous, et il fallait faire passer 19 000 câbles. Les essais de mise à feu du réacteur passent également par une procédure complexe. Dans le Nevada, une bande désertique, appelée Jackass Flats, accueille la nouvelle station de mise au point des fusées. Sur le site de test de Jackass Flats se trouve un pas de tir, une zone de contrôle pour la surveillance et l'observation des essais, et le bâtiment IMAD, où on effectue l'assemblage et le démontage des réacteurs avant et après les tests. Une voie ferrée relie le pas de tir et le bâtiment IMAD. Le train électrique qui assure les allers et retours est télécommandé. Une fois la mise à feu effectuée, il permet de faire revenir le réacteur sans exposer personne aux radiations. Une fois le cœur assemblé, on l'emmenait au bâtiment IMAD pour le préparer selon la configuration test. Ensuite, on le transportait par wagon jusqu'à l'atelier, puis on l'installait sur le pas de tir, où il était relié à d'énormes citernes d'hydrogène. Dans la cellule de test C, par exemple, on envoyait 1 900 000 litres d'hydrogène liquide au réacteur. À l'époque, la plupart de ces tests se faisaient en position verticale, et les gaz d'échappement partaient dans l'atmosphère, comme ici derrière moi. Le premier test de mise à feu à pleine puissance du réacteur Kiwi A se déroule en juillet 1959. 2 autres engins du même modèle sont testés l'année suivante. Ces réacteurs ne sont pas conçus pour voler. Dans les 3, l'hydrogène à l'état gazeux sert à la fois d'agent de refroidissement et de comburant, et l'eau lourde fait office de modérateur. Destiné à des essais de principe, il développe environ 100 MW. Pendant la mise à feu, le réacteur est surveillé par le centre de contrôle situé à 4 km du pas de tir, et les essais sont retransmis par un circuit de télévision interne. Quand tout était terminé, que le réacteur était froid, on l'emmenait au bâtiment IMAD. Là, des bras manipulateurs permettaient de soulever ce moteur de 18 tonnes et de le déplacer dans l'espace pour procéder au démontage. On démontait d'abord grossièrement l'ensemble, et les pièces étaient réparties en 24 cellules, où tous les composants étaient ensuite démontés jusqu'au dernier boulot. On cherchait ensuite les traces d'érosion, de dégradation et de fissures. Voilà en quoi consistait un test. L'examen des pièces du réacteur fournit de précieuses données pour améliorer la conception de l'engin. Ces 3 tests, bien que prometteurs, mettent en évidence une usure physique et des fissures ou cassures au niveau des éléments combustibles. Les pressions et températures extrêmes dans le cœur du réacteur lui font perdre son intégrité, ce qui met prématurément fin à la première batterie de test des Kiwi A. Cependant, ces essais ont été concluants. Le principe d'un moteur fusée doté d'un cœur nucléaire solide est techniquement envisageable. C'était une grande avancée, personne ne l'avait jamais fait. À l'époque, on avait une idée, on allait à sa table à dessin, on dessinait et on construisait. En 1960,
physiciens et ingénieurs à Los Alamos se penchent à nouveau sur leur table à dessin. Après analyse des Kiwi A, leur objectif est tout tracé. Supprimer les vibrations dans le cœur du réacteur et contrôler l'usure des éléments combustibles. Le programme Rover est en train de mettre au point un réacteur plus puissant que celui des fusées classiques. Au centre de mise au point des fusées, dans le Nevada, les Kiwi A sont bientôt suivis par les Kiwi B1. Ces derniers contiennent des éléments combustibles percés chacun de 7 canaux. Ce film montrant la base d'un B1B a été tourné au moment de la mise à feu du réacteur. Le B1B est le premier réacteur Kiwi utilisant de l'hydrogène liquide comme agent de refroidissement. Sa puissance est mesurée à 900 MW. D'autres réacteurs ont été mis au point dans la mesure où les éléments du cœur n'étaient pas toujours les mêmes, ni les passages d'hydrogène. Mais fondamentalement, la structure du cœur, les éléments et les matériaux est restée la même. Et chaque test montre une amélioration croissante des performances. Entre 1962 et 1964, 3 autres réacteurs Kiwi sont mis à l'essai. Ils répondent aux exigences techniques du programme NERVA, un réacteur prêt à voler. Les Kiwi B4 sont dotés d'éléments combustibles longs percés chacun de 19 canaux gainés intérieurement de nobium pour réduire l'usure due aux températures extrêmes atteintes à pleine puissance. Les 3 réacteurs B4 développent chacun 1000 MW. La poussée qu'ils génèrent est égale à celle produite par les fusées à combustible chimique de l'époque. Seul le premier réacteur de la série B4, le modèle B4A, subit des dégâts au niveau des éléments combustibles à cause des vibrations. Le programme Rover a commencé avec les réacteurs Kiwi, qui produisaient une poussée d'environ 23 tonnes, soit presque 1 gigawatt. Ils manquaient de stabilité et présentaient des problèmes de vibration qui avaient tendance à fissurer les éléments combustibles. Pour mieux cerner les problèmes de vibration, on construit tout un parc de réacteurs Kiwi à cœur solide. Ces engins sont similaires à leurs prédécesseurs, si ce n'est qu'ils ne contiennent aucune matière fissile. On les appelle réacteurs à fluide de refroidissement. Les instruments de mesure montrent que le simple passage du gaz peut suffire à déclencher des vibrations dans le cœur. Lors des tests, on enregistre la température et les mouvements du cœur, des éléments de combustion et de l'enveloppe extérieure. On surveille les indications des appareils de mesure des vibrations lors du trajet en train jusqu'au pas de tir IMAD pour voir si les dégâts apparaissent à ce moment-là. Mais il n'enregistre aucune pression au niveau du cœur. Sur le pas de tir, une tuyère de Kiwi modifiée est fixée sur le réacteur. 2 hublots double vitrage en quartz permettent de filmer la sortie du réacteur pendant l'essai. En 3 jours, on teste le réacteur avec des flux liquides et gazeux en faisant augmenter le débit par incrément après un temps déterminé lors de chaque essai. La caméra filme à 200 images secondes et en repassant le film à vitesse normale, les scientifiques peuvent constater qu'il y a des oscillations. Lorsque l'hydrogène liquide arrive à une pression d'environ 1,8 kg par seconde, les oscillations commencent. Lorsque la pression passe à près de 5 kg par seconde, les vibrations augmentent, occasionnant d'importants dégâts aux éléments du cœur. Ces résultats sont d'ailleurs corroborés par l'instrumentation et le film des tests à froid.
Chaque réacteur bénéficiait des enseignements du précédent test concernant les propriétés des matériaux, la suppression des vibrations et la réduction de l'usure des éléments. On ne cessait d'apprendre. Le programme Rover se poursuit pendant toutes les années 60 et des améliorations dans la réduction des vibrations et la distribution du carburant conduisent à la construction et à la mise à l'essai de réacteurs toujours plus puissants et toujours plus fiables. Going up now. 30 pounds per second, 200 megawatts. L'étape suivante a été la série NRX, qui développait également près d'1 gigawatt, avec 34 tonnes de poussée. Puis la série Phébus, qui avec une poussée de 113 tonnes, développait 4 gigawatts. C'était un moteur d'une taille appréciable. Puis on a pris une autre direction avec le Piwi, qui ne donnait que 11 tonnes de poussée, mais était plus petit et plus compact. Sur 15 ans, on a testé en tout 23 réacteurs avec des puissances différentes, des durées différentes entre mise à feu et coupure moteur. Un bon programme de mise au point. This May Day celebration in Moscow gives the Russians the opportunity to crow loud and long over the West. For the theme running through the parade is Triumph in Space. And of course, Yuri Gagarin... Tandis que les programmes Rover et Nerva progressent, la guerre froide continue de dominer la vie politique et militaire en Amérique et en URSS. Et la course pour la mise au point d'armes nucléaires et de missiles balistiques se double désormais d'une course à l'espace, avec comme objectif la mise en orbite d'abord, puis l'envoi du premier homme sur la Lune. Le rapport de force entre les deux grands s'est construit sur les champs de ruines de la Deuxième Guerre mondiale. Et le mur de Berlin est le nouveau symbole de l'affrontement idéologique entre les deux blocs. Au début des années 60, chacun des deux camps s'efforce d'accroître sa zone d'influence partout dans le monde, et souvent sans égard quant aux moyens. En octobre 1962, la confrontation atteint son paroxysme lorsque des photos prises par des avions U-2 révèlent aux Américains la présence de pistes d'atterrissage et de bases de missiles soviétiques à Cuba. Khrouchtchev justifie cette présence soviétique sur l'île comme une réponse légitime à la présence militaire américaine en Turquie et en Europe. Le ton monte entre Moscou et Washington, et le bras de fer diplomatique menace de se transformer en guerre ouverte. De part et d'autre, les missiles nucléaires sont armés et prêts à décoller. Finalement, les soviétiques cèdent devant le blocus maritime américain et les navires soviétiques en route pour Cuba font demi-tour. Mais ces 13 jours de 1962 ont montré aux deux superpuissances à quel point une situation internationale pouvait rapidement dégénérer. L'issue de cette crise renforce la confiance des Américains. Ils ont établi leur supériorité pour les éventuelles confrontations à venir. Parallèlement, la course aux armements a montré tous les dangers dont elle est porteuse. Il y a maintenant plus de 10 ans que l'on teste les armements nucléaires en atmosphère et l'opinion y est de plus en plus hostile. Le président Kennedy profite de cette conjoncture nouvelle pour annoncer sa volonté d'aller résolument vers une politique de contrôle des armements. The decision is ours. Never have the nations of the world had so much to lose or so much to gain. Together we shall save our planet, or together we shall perish in its flames. Save it we can, and save it we must. And then shall we earn. Le traité d'interdiction des essais atmosphériques de 1963 met fin aux tests de surface d'armes nucléaires en Amérique. Il met également un terme au programme d'avions propulsés par moteur nucléaire et au projet Pluton, le missile à statoréacteur nucléaire. Les projets Rover, Nerva et Snap, dont la vocation pacifique n'est pourtant pas des plus évidentes, restent d'actualité, tandis que nombre d'autres programmes nucléaires disparaissent.
On ne peut pas invoquer un fait précis et dire « c'est pour ça qu'ils ont subsisté et que d'autres ont disparu ». À l'époque, c'était le programme le plus important à Los Alamos. Il y avait donc un désir de maintenir la capacité du laboratoire à tester des systèmes nucléaires, au cas où le traité d'interdiction deviendrait caduque. Pour nous, c'était un excellent moyen de conserver notre capacité théorique et expérimentale nécessaire pour le programme nucléaire, mais dans un but pacifique. Les tests nucléaires de surface provoquaient l'échappement de matériaux radioactifs dans l'atmosphère. Et c'est la prise de conscience des risques encourus qui a contribué à leur interdiction. Les réacteurs nucléaires, eux, sont conçus pour conserver les produits de fission dans un compartiment étanche. Et dans le cadre des projets Rover et NERVA, la surveillance de l'atmosphère ne révéla que de très faibles niveaux d'émissions à proximité du moteur et dans les gaz d'échappement. Les produits de fission qui s'échappent du réacteur sont les indices des limitations des cœurs de céramique en matière de température. Dans un réacteur à cœur solide, il y avait deux facteurs déterminants. Bien sûr, la durée de la combustion dépendait de la quantité d'hydrogène embarqué. Et là, on était soumis à la même limitation que dans un système classique. Mais en plus, il y avait un facteur de limitation de la durée de vie qui tenait au carburant lui-même. Quand on lançait le réacteur, à cause de sa température de fonctionnement, une érosion se produisait le long des canaux dans les éléments combustibles. Certains canaux se retrouvaient reliés les uns aux autres, ce qui nuisait à l'équilibre entre le débit de l'agent de refroidissement et la puissance générée. En 1964, le succès du test à chaud du Kiwi 4E montre que Los Alamos a surmonté les problèmes de vibration. Jusqu'au dernier modèle de la série Kiwi, les températures du cœur atteindront 2000 degrés, avec des niveaux d'usure acceptables au niveau des éléments combustibles. Le programme NERVA a pris du retard en raison de réduction des budgets, mais les travaux à Los Alamos n'en ont pas pâti. Rover se poursuit pendant les années 60. C'est le plus important projet du laboratoire et il permet la mise au point des réacteurs NRX et des séries Phébus. Le début des années 70 est marqué par des restrictions budgétaires à la NASA et des critiques de plus en plus acerbes des projets de l'AEC de la part des défenseurs de l'environnement. Après la fin du programme Apollo, les Américains ont perdu leur bel enthousiasme à l'égard des projets spatiaux coûteux et la NASA n'a pas un besoin urgent d'une fusée à propulsion nucléaire. Les statistiques qui quantifient les succès des réacteurs du programme Rover sont impressionnantes. Ces derniers supportent des températures de l'ordre de 2600 degrés et des puissances volumiques 10 fois plus élevées que les systèmes à refroidissement hydraulique. En 1972, après plus de 11 ans de recherche et un coût de 1,5 milliard de dollars financé par la NASA et la Commission à l'énergie atomique, les programmes NERVA et Rover s'achèvent. Mais l'idée d'utiliser la propulsion nucléaire ne s'arrête pas avec ces programmes. Why the moon? Why Mars? Because it is humanity's destiny to strive, to seek, to find. Le début des années 80 est marqué par un regain d'intérêt pour les fusées à propulsion atomique. Le projet Timberwind, qui faisait partie à l'origine de l'initiative de défense stratégique du président Reagan, préconisait l'utilisation d'une fusée de ce type pour déplacer d'imposantes plateformes de combat en basse orbite terrestre. En 1989, le président Bush lance l'initiative d'exploration spatiale qui a entre autres pour objectif d'envoyer un homme sur Mars. Pour cette mission, on envisage également d'avoir recours à la propulsion atomique, et ce pour une raison précise, un indice de performance appelé impulsion spécifique. Cet indice permet une mesure comparative du potentiel d'un moteur de fusée.
L'impulsion spécifique, c'est simple. Pour faire aller un engin par là, il me faut une vitesse. J'ai un engin d'une masse donnée qui doit aller à une certaine vitesse. Pour ce faire, je dois expulser une certaine quantité de carburant à une certaine vitesse. Et il faut l'équation suivante. La masse du vaisseau multipliée par la vitesse voulue doit être égale à la masse de carburant multipliée par la vitesse d'échappement. Une grande vitesse d'échappement permet donc de réduire l'apport de carburant. L'impulsion spécifique, c'est la vitesse obtenue par rapport à la masse de carburant embarqué. Dans presque tous les systèmes, cela revient à mesurer la vitesse d'échappement. Si l'impulsion spécifique est élevée, je peux avoir une quantité de carburant réduite pour porter mon engin à la vitesse voulue. L'impulsion spécifique se mesure en secondes. On prend la vitesse d'échappement et on la divise par la gravité, qui est de 9,80 m par seconde au carré. Lorsqu'on divise une vitesse par une accélération, on obtient des secondes. Donc si vous entendez parler d'impulsion spécifique, multipliez ce chiffre par 10 et vous obtiendrez une vitesse en mètres par seconde. Ainsi, les propulseurs d'appoint à poudre de la navette spatiale ont une impulsion spécifique de 462 secondes, ce qui correspond à une vitesse d'échappement d'environ 4600 mètres secondes. Les moteurs nucléaires à cœur solide, testés dans le cadre du projet Rover, avaient une impulsion spécifique de près de 850 secondes, ce qui correspond à une vitesse d'échappement largement supérieure à 8000 mètres secondes. De tels chiffres laissent rêveurs les scientifiques qui travaillent sur les missions habitées en dehors de l'orbite terrestre, car plus l'impulsion spécifique est élevée, plus l'engin spatial est rapide. Une mission habitée vers Mars exposera les astronautes aux radiations spatiales pendant une longue période. Réduire cette durée d'exposition minimiserait donc les risques pour cette mission. Les distances dans l'espace sont absolument gigantesques. Il faut rendre le temps du voyage raisonnable pour des équipages humains, le ramener à quelques mois, comme pour les bateaux qui traversaient l'océan au XVIIe ou au XVIIIe siècle. La psychologie humaine ne peut percevoir qu'un certain ordre de grandeur. Et pour atteindre le but, il faut aller vite. Or, pour aller vite, on a besoin d'une bonne impulsion spécifique. Mon engin doit se déplacer à une certaine vitesse pour que je puisse atteindre Mars en quelques mois. Et pour aller plus loin, c'est encore plus difficile. La distance Terre-Mars est plus de 160 fois supérieure à la distance Terre-Lune. Mettre au point un moteur offrant une impulsion spécifique nécessaire pour réduire la durée du voyage entre Mars et la Terre nous ramène donc au laboratoire nucléaire de Los Alamos et au projet NERVA. Les réacteurs testés à Jackass Flats il y a plus de 25 ans ont apporté des données encore utiles aujourd'hui sur les limites de tolérance des matériaux, la conception du cœur, la criticité et le bouclier de protection pour les équipages des fusées à propulsion nucléaire. Lors du programme NERVA, on a déterminé les tolérances des fusées à cœur solide, à savoir la température de fusion de la céramique. Ça a limité la température maximum que pouvait atteindre l'hydrogène et l'impulsion spécifique qu'on obtenait, et donc toutes les performances. Il était évident que si on avait un cœur solide, il y aura une température de fusion limite. Donc dans les années 60, dans le cadre du programme Rover, on s'est mis à travailler sur des cœurs gazeux. La question était, peut-on trouver une configuration dans laquelle l'uranium serait à l'état de gaz ou de plasma, emprisonné dans un fluide? Les fluides qui passent le long d'un objet créent de petits tourbillons stables, qu'on appelle un vortex. Regardez quand vous faites un rond de fumée. Il conserve sa forme tout en se déplaçant dans l'air. La question est donc, peut-on créer ce vortex dans une situation contrôlable?
Si le vortex est en uranium à l'état critique, c'est-à-dire une boule rouge voyante, il réchauffe l'hydrogène à des températures beaucoup plus élevées, qui permettent d'obtenir une impulsion spécifique avoisinant les 3000 secondes. Cette option a été envisagée dans les années 60 dans un programme purement expérimental. Rappelez-vous les années 60. Il n'y avait pas beaucoup d'ordinateurs. Les scientifiques ont donc fait des expériences. Ils ont chauffé de l'uranium, créé des vortex et ont cherché à les maîtriser. Depuis Rover, Nerva et les débuts des réacteurs à cœur solide et échangeurs de chaleur, les progrès en informatique ont été fulgurants et des logiciels permettent désormais de modéliser les réacteurs. On peut tout simuler sur ordinateur. Sommes-nous en mesure de maîtriser ce vortex d'uranium? Peut-on faire varier son intensité? Est-il stable? À quelle température sort le gaz? Et on peut calculer tout cela grâce à la base de données du programme d'armement. On pourrait même envisager une mission sur Mars non plus en 3 ans, mais en y allant en 3 mois, en restant 1 mois et en revenant en 3. La durée totale de la mission serait donc de 7 mois, ce qui ne peut qu'améliorer l'espérance de vie de l'équipage. Et cela donne une marge d'erreur. Cela permet de construire un module de protection contre les radiations. Ce genre de fusée apporte des avantages incroyables à l'exploration spatiale. Si on utilise une fusée à propulsion nucléaire à cœur gazeux pour une mission habitée sur Mars, le réacteur sera froid au moment du lancement. Ce n'est que lorsque la fusée aura quitté l'orbite terrestre qu'il sera rendu critique pour réduire les risques de dégâts pour la biosphère terrestre. Le premier défi que le docteur Howe et les scientifiques de Los Alamos doivent relever passe par la création et la maîtrise du vortex d'hydrogène initial à l'intérieur du réacteur et l'injection de l'uranium à l'état gazeux dans ce tourbillon. Ils devront construire une chambre capable d'accueillir ces vortex et de renvoyer dans le réacteur les neutrons produits par l'uranium pour maintenir la puissance de ce dernier et réduire l'échauffement à l'extérieur. Pendant la combustion, une partie de l'uranium va se mélanger avec l'hydrogène. Un autre défi consistera à réduire les pertes de particules d'uranium lors de l'expulsion de l'hydrogène. Avant de pouvoir envoyer une mission habitée sur Mars, grâce à un réacteur à cœur gazeux, il faudra résoudre ces problèmes de physique et d'ingénierie. Et il faudra également recevoir l'aval du grand public pour ce système de propulsion nucléaire. SSD readiness check. Les moteurs fusées nucléaires, comme ceux construits dans le cadre des programmes Nerva et Rover, ou ceux prévus pour Timberwind ou une mission habitée sur Mars, n'ont jamais volé. AI launch conductor. Atomics International is go. Aux États-Unis, seuls les réacteurs du projet Nerva ont été mis à feu en test statique. Si une telle fusée est un jour utilisée par la NASA, elle devra d'abord être acceptée par l'opinion. Mais un des projets du Bureau de la propulsion nucléaire pour l'espace a déjà été mis en œuvre avec succès lors de plusieurs missions. Il s'agit du projet d'étude portant sur un groupe électrogène nucléaire. En 1959, SNAP a permis de mettre au point le premier générateur à isotopes radioactifs portable et d'en élaborer d'autres de plus grande taille pour diverses applications terrestres et spatiales. En 1965, on procède au lancement du SNAP-10A. Ce générateur test est le premier à être lancé en orbite terrestre. Les générateurs à isotopes radioactifs, ou RTG, produisent de l'électricité grâce à la chaleur dégagée par la désintégration d'éléments radioactifs, comme le plutonium. Pour les missions de longue durée qui ne peuvent se contenter de batteries, ou celles qui ne peuvent s'approvisionner en énergie solaire, ces générateurs sont une solution idéale. Ce sont ainsi des RTG qui ont servi à fournir l'alimentation pour les expériences menées par les missions Apollo 12, 14, 15, 16 et 17. Ils ont été choisis en raison de leur durée de fonctionnement, parce qu'ils ne nécessitent aucun entretien et parce que l'énergie solaire n'était pas une option envisageable pour les missions où l'exposition au soleil était trop limitée.
Roger, copy contact. Le plutonium-238 a une demi-vie de 87 ans. Cela signifie qu'il se désintègre à 50% en 87 ans, la moitié de ce qu'il reste après 87 autres années, et ainsi de suite. Pendant tout ce temps, une transformation s'opère par laquelle le noyau émet une particule alpha. Les RTG utilisent des thermocouples classiques, à savoir deux conducteurs différents, joints ensemble et exposés à la chaleur générée par la désintégration du plutonium. Ceci produit un courant électrique dont l'intensité est proportionnelle à l'augmentation de la température. Ce courant est utilisé pour faire fonctionner divers instruments pendant des missions de longue durée. Ces générateurs n'ont pas besoin du soleil ni d'aucun liquide. Ils produisent du courant jusqu'à épuisement des éléments radioactifs. Outre leur utilisation dans le cadre des missions lunaires, les générateurs à isotopes radioactifs ont aussi été employés pour fournir du courant à des sondes d'exploration spatiale. Les sondes Voyager 1 et 2, lancées en 1977, étaient équipées de RTG. C'était aussi le cas de Galilée, lancée vers Jupiter en 1989. Le tir de cette dernière a été retardé par un procès intenté contre la NASA par le Christie Institute, et le lancement de la sonde Cassini à l'automne 1997 a également suscité un vif débat public. Beaucoup reprochent en effet au RTG de fonctionner au plutonium, qui est une des matières les plus nocives que nous connaissions. Les missions spatiales du XXIe siècle, qu'elles utilisent des fusées à propulsion atomique ou des RTG comme source de courant, devront certainement faire face aux mêmes levées de boucliers que celles suscitées par les sondes Galilée et Cassini. Dans l'espace, les RTG sont une excellente source de courant, car ils ne sont composés que de fils électriques et de matériaux solides. On peut donc les sertir pour qu'ils ne se désagrègent pas. Je pense que lorsque le public entend le mot plutonium, il a une réaction viscérale. C'est mauvais. Mais c'est un plutonium différent, qui n'a rien à voir avec le plutonium qualité armement. Vous ne pouvez pas faire exploser celui qu'on trouve dans ces générateurs. Ce matériau produit de la chaleur, mais il n'est pas très radioactif. On peut donc vraiment le sertir de façon étanche, en toute sécurité. Et pourtant, les gens imaginent toujours les pires scénarios. Oui, mais si ça explose et que ça se répand dans les environs. Nous avons fait de nombreux tests. Plusieurs laboratoires dans le pays y travaillent pour prouver que dans tous les cas de figure envisageables, le caisson reste étanche. Le plutonium est serti dans de la céramique pour empêcher qu'il ne se décompose en petites particules très dangereuses au cas où il fuirait du générateur. Cet habitacle est en iridium, un matériau résistant à des températures de plus de 2200 degrés. Il est lui-même enchâssé dans une coque de graphite, capable de supporter de très hautes températures et des chocs très violents. Je ne veux pas non plus que ça tombe sur ma famille. Les scientifiques ne veulent pas mettre en danger la vie des gens. On utilise la science pour protéger le public, tout en essayant d'atteindre les buts qu'on poursuit. La réaction du grand public est due au fait que les gens ne sont pas suffisamment informés quant à la nature de ce matériau, son utilité, son innocuité. La question de l'utilisation du plutonium comme source d'énergie ou de celle de réacteurs nucléaires comme moyen de propulsion ne date pas d'hier. Il y a plus de 20 ans que les États-Unis ont commencé à tester en statique des systèmes de propulsion atomique et ils ont lancé plus de 24 missions équipées de RTG. Mais la faisabilité technique ayant été amplement démontrée, d'autres questions subsistent. Rappelez-vous von Braun. Dans les années 60, il avait l'intention d'aller sur Mars au milieu des années 70. Et il était partisan des fusées à propulsion nucléaire, car il savait les limitations des fusées conventionnelles. Je crois qu'il y avait à l'époque aux États-Unis un désir de relever tous les défis qui se présentaient.
Les gens pensaient qu'on irait sur la Lune à la fin des années 60, et pour lui, l'étape suivante, c'était une station orbitale et une expédition sur Mars. Mais je pense que la conception de l'univers était différente. On pensait toujours au défi suivant, et nous ne raisonnons plus comme ça. Si l'humanité doit progresser dans la conquête spatiale grâce à la propulsion atomique, ce sera peut-être alors l'apanage des réacteurs testés à Jackass Flats dans les années 60 de nous emporter jusqu'à la planète Mars, voire plus loin encore.